Je m'appelle Emma, et voici comment commence mon histoire. Quand je me suis effondré à ma cérémonie de remise des diplômes, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. À la place, ma sœur m'a identifié sur une photo, journée en famille sans drame. Je n'ai rien dit. Des jours plus tard, encore faible et branché à des machines, j'ai vu 75 appels manqués et un texto de papa, nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Sans même y réfléchir à 2 fois, j'ai supprimé le message sans répondre, et j'ai retourné mon téléphone, face cachée, sur le plateau de l'hôpital. L'infirmière qui vérifiait mes constantes a remarqué le mouvement, et m'a jeté un regard compatissant. Son badge indiquait Grèce, et elle était chargée de mes soins depuis mon arrivée. Elle n'a pas posé de questions, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Des problèmes de famille, Emma, demanda-t-elle doucement, en ajustant le brassard de tensiomètre sur mon bras. Quelque chose comme ça. Elle a hoché la tête, enregistrant mes chiffres sur sa tablette. Vous savez, en 20 ans de soins infirmiers, j'ai vu beaucoup de patients se réveiller seuls. Certains n'ont personne. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui ont une famille, mais qui ne vient tout simplement pas. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas, vraiment. La boule que j'avais dans la gorge rendait toute parole impossible. Votre amie Marissa est venue tous les jours pendant les heures de visite, a poursuivi Grèce. Elle vous a apporté des fleurs hier, pendant que vous dormiez. Et cette collègue à vous, celle de votre groupe d'études? Elle a déposé une carte signée par toute votre classe. Des gens que je connaissais depuis 4 ans avaient montré plus d'inquiétude que la famille que j'avais passé 26 ans à essayer de satisfaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi, tandis que je fixais les dalles du plafond, comptant les minuscules trous dans chaque panneau carré. 87 dans celui juste au-dessus de ma tête. Je les avais comptés 14 fois depuis que je m'étais réveillé dans ce lit, il y a 3 jours, une perfusion de sérum physiologique dans le bras gauche, et un moniteur cardiaque qui bipait régulièrement à côté de moi. Ce qui importe, c'est que j'ai passé 26 ans à croire que si seulement je faisais assez d'efforts, si j'accomplissais assez, si je me prouvais assez, ma famille finirait par me voir, par me choisir. J'avais tort. Laissez-moi vous ramener au jour de la remise des diplômes, le 15 mai. Le point culminant de 4 années d'études de médecine, d'innombrables nuits blanches, et une détermination qui frisait l'obsession. Je sortais major de ma promotion de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, et j'avais obtenu une place en résidence de neurochirurgie à l'hôpital général du Massachusetts. Tout ce pourquoi j'avais travaillé se concrétisait enfin. Mes parents avaient promis qu'ils seraient là. Ma mère, Claudia, m'avait même appelé 2 semaines auparavant pour confirmer la date, demandant la couleur de ma robe pour pouvoir s'assortir. Mon père, Raymond, m'avait envoyé un rare texto disant qu'il était fier de moi. Ma sœur aînée, Miranda, était restée remarquablement silencieuse, mais ce n'était pas nouveau. Le matin de la remise des diplômes, je me suis réveillé en me sentant étrange. Mon cœur battait la chamade, et une sueur froide avait perlé sur mon front, malgré la climatisation de mon appartement. J'ai attribué cela à la nervosité et à l'excitation. J'ai pris une douche, me suis coiffé, et j'ai enfilé la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. La cérémonie se déroulait en plein air, dans une cour ornée de chaises blanches et d'une estrade drapée de bleu et d'or. J'ai cherché les visages de ma famille dans la foule en me dirigeant vers mon siège. Rangée après rangée de parents, de frères et sœurs, de partenaires fiers. Les Henderson de mon groupe d'études d'anatomie étaient assis, entourés de ceux qui semblaient être toute leur famille élargie. La femme du docteur Morrison pleurait déjà, des mouchoirs serrés dans sa main. Ma section du public, elle, restait vide. Je me suis dit qu'ils étaient coincés dans les embouteillages. Le trafic de Baltimore était notoirement imprévisible. Ils arriveraient d'une minute à l'autre, se glissant à leur place avec des sourires d'excuses et des chuchotements exagérés sur la situation du parking. La cérémonie a commencé. Les noms ont été appelés. Les diplômes ont été remis. Le soleil tapait sans pitié, et je sentais cette étrange sensation dans ma poitrine s'intensifier. Quand ils ont annoncé mon nom, ainsi que l'honneur d'être diplômé summa cum laude, je me suis levé sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. La marche jusqu'à l'estrade paraissait incroyablement longue. Chaque pas exigeait de la concentration. Les applaudissements semblaient lointains, comme sous l'eau. Je me souviens d'avoir serré la main du doyen Morrison. Je me souviens du flash d'un appareil photo.
Je me souviens avoir pensé que si seulement je pouvais retourner à mon siège, tout irait bien. Je n'y suis pas arrivé. Selon les ambulanciers qui sont intervenus, je me suis effondré à environ 5 mètres de l'estrade. Mon cœur était entré en arythmie, une tachycardie supraventriculaire, probablement déclenchée par une combinaison de stress, de déshydratation, et une maladie cardiaque non diagnostiquée qui, apparemment, se cachait dans ma poitrine depuis toujours. Je me suis réveillé à l'hôpital Johns Hopkins, ce qui comportait sa propre ironie. L'endroit où je m'étais formé pendant 4 ans me traitait maintenant comme une patiente. Mon médecin titulaire de 3e année, le docteur Montgomery, se trouvait par hasard en rotation dans le service de cardiologie. C'est lui qui m'a expliqué ce qui s'était passé, le visage blême, en détaillant la cardioversion et les médicaments qu'ils avaient utilisés pour restaurer mon rythme cardiaque normal, suivi d'une surveillance pour s'assurer que l'arythmie ne revienne pas. L'hôpital avait appelé mes contacts d'urgence, mes 2 parents. Aucun n'avait répondu. Ils avaient laissé des messages vocaux, envoyé des textos de suivi, rien. J'ai appris cela de l'infirmière Grace, qui semblait sincèrement affligée pour moi. Elle n'arrêtait pas de venir me voir plus que nécessaire, m'apportant des pots de pudding supplémentaires et ajustant mes oreillers avec une sollicitude maternelle, qui faisait quelque chose dans ma poitrine, une douleur pire que n'importe quel événement cardiaque. Le 2e jour à l'hôpital, encore groggy à cause des médicaments et épuisé par le stress, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Miranda avait publié une photo, 4 heures après mon effondrement. Elle la montrait, avec son mari Quentin, ma mère et mon père, réunis autour d'une table dans ce que j'ai reconnu comme étant le Laurent, le restaurant français cher que ma famille réservait pour les grandes occasions. Ils souriaient tous. Les coupes de champagne étaient levées. La légende disait « Journée en famille sans drame ». Parfois, les meilleures célébrations sont celles où tout le monde a vraiment envie d'être là. J'ai fixé cette photo pendant un très long moment. La section des commentaires était un défilé de validation, des émojis en forme de cœur et des éloges pour leur belle famille. Les amis d'université de Miranda s'extasiant sur la chance qu'elle avait d'avoir des parents si solidaires. Notre cousin Kyle écrivant, voilà à quoi devrait ressembler une famille. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a mentionné la remise des diplômes. Pour quiconque faisait défiler cette photo, je n'existais tout simplement pas. J'ai zoomé sur le visage de ma mère, cherchant un signe d'inquiétude, un indice qu'elle avait passé ne serait-ce qu'un instant à penser à sa fille cadette, allongée dans un lit d'hôpital. Son sourire était radieux, sans nuage. Elle portait les boucles d'oreilles en perles que je lui avais achetées pour la fête des mères il y a 3 ans, celles pour lesquelles elle ne m'avait jamais remercié. Mon père avait son bras autour de Miranda, son expression d'une pure fierté paternelle. Quentin, le mari de Miranda, levait son verre vers l'appareil photo. Je ne l'avais jamais aimé. Il avait ce genre de charme facile qui masquait un vide fondamental, et il regardait ma sœur comme on regarde un appareil utile. Mais Miranda l'avait choisi, et mes parents l'avaient accueilli dans la famille avec un enthousiasme qu'ils n'avaient jamais montré pour aucune de mes réussites. J'ai fait une capture d'écran de la photo. Puis de chaque commentaire. Quelque chose me disait que j'aurais peut-être besoin de ces preuves plus tard. Mon téléphone affichait 17 appels manqués à ce moment-là, tous de ma meilleure amie, Marissa, qui avait été à la remise des diplômes et avait apparemment assisté à mon effondrement. Elle a essayé de venir me voir, mais l'hôpital avait limité les visites à la famille uniquement pendant mes premières 24 heures. Et quand elle leur a expliqué la situation, ils ont fait une exception. Elle s'est assise à côté de mon lit ce premier soir, me tenant la main et pleurant plus fort que je ne l'avais jamais vue pleurer. Il savait, n'arrêtait-elle pas de dire. Emma, j'ai appelé ta mère depuis ton téléphone pendant qu'on attendait l'ambulance. Elle a répondu. Elle savait. Ma mère avait répondu au téléphone, entendu que sa fille s'était effondrée et était transportée d'urgence à l'hôpital, et était quand même allée dîner avec le reste de la famille. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé, la voix rauque à cause du tube qu'il m'avait mis dans la gorge pendant l'intervention. Le visage de Marissa s'est tordu d'une colère que je n'avais jamais vue sur elle. Elle a dit, et je cite, elle a toujours été dramatique. Elle s'est probablement juste évanouie à cause de la chaleur. Dis-lui de boire de l'eau et d'arrêter de faire une scène. Et ensuite, elle a raccroché. J'ai rappelé 3 fois. Elle m'a envoyé sur la messagerie vocale à chaque fois. J'ai essayé d'imaginer le processus de pensée de ma mère. Sa plus jeune fille s'effondre à sa propre cérémonie de remise des diplômes, des inconnus appellent depuis une ambulance, et sa réponse est de l'irritation face à ce désagrément.
Avait-elle même hésité avant de mettre son téléphone en silencieux? L'avait-elle mentionné à mon père? Ou avait-elle simplement rangé l'information comme une rumeur désagréable? J'ai aussi essayé ton père, a ajouté Marissa. Il n'a pas répondu du tout. J'ai laissé un message vocal expliquant tout. Clairement, il l'a reçu, puisqu'ils en savaient assez pour plaisanter sur le drame dans cette publication Instagram. Donc, ils savaient tous les deux. Ils avaient tous les deux fait le choix conscient de poursuivre leur plan de dîner, pendant que j'étais transporté en chirurgie d'urgence. Marissa a rapproché sa chaise de mon lit, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure. Il y a autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas te dire avant que tu ne sois plus forte. Dis-le. La cérémonie. Après ton effondrement, c'était le chaos. Les gens essayaient d'aider. Les ambulanciers sont arrivés. C'était toute une scène. Elle a dégluti. Et pendant tout ce temps, j'ai vu ta sœur. Mon moniteur cardiaque a bipé un peu plus vite. Miranda était là. Elle était sur le parking. J'ai reconnu sa voiture, cette BMW blanche que tes parents lui ont achetée pour son anniversaire. Elle était assise au volant, regardant tout à travers le pare-brise. Elle n'est pas venue aider. Elle est partie en voiture. Dès que l'ambulance est arrivée, elle est juste partie. J'ai absorbé cette information comme on absorbe la nouvelle d'un décès. Il y a un moment de vide, un refus du cerveau de traiter l'information, puis une compréhension lente et terrible qui s'installe jusqu'aux os. Pendant 26 ans, je m'étais plié en 4, dans des formes impossibles, pour tenter de gagner l'amour de ma famille. J'avais été la fille parfaite, l'élève brillante, celle qui ne demandait jamais rien et donnait tout. J'avais choisi la médecine parce que mon père avait un jour, dans un rare moment de chaleur, mentionné qu'il aurait aimé avoir un médecin dans la famille. Je m'étais poussé à l'épuisement, à la maladie, à un événement cardiaque littéral, pour essayer de prouver que j'étais digne de l'amour qu'il donnait si librement à Miranda. Et ils étaient allés dîner. Le 3e jour a apporté les appels manqués, 75, tous du numéro de mon père. Le texto était bref. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Je l'ai supprimé. 1 heure plus tard, un autre texto. Ce n'est pas drôle. Rappelle-nous. Je l'ai supprimé aussi. Puis ma mère, ton père est très contrarié. Quel que soit le jeu auquel tu joues, il faut que ça cesse. J'ai bloqué les 2 numéros. Marissa m'a apporté mon ordinateur portable le lendemain, et j'ai passé l'après-midi à faire des recherches. La publication de Miranda avait reçu plus de 300 j'aime. Les commentaires louaient notre belle famille, à quel point c'était agréable de voir tout le monde si heureux ensemble. Un commentaire de l'amie de ma mère, Sylvia Reed, tellement contente que vous ayez pu tous célébrer sans aucune négativité. Certaines personnes n'apprécient tout simplement pas ce qu'elles ont. J'ai tout capturé. Quelque chose avait fondamentalement changé en moi pendant ces 3 jours à l'hôpital. La partie de moi qui avait passé toute ma vie à trouver des excuses au comportement de ma famille, la partie qui avait absorbé leur indifférence et l'avait convertie en motivation pour essayer plus fort, s'était finalement tue. À sa place, il y avait quelque chose de froid et de clair, comme un lac gelé en hiver. Mon téléphone continuait de s'allumer avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Mon père avait apparemment commencé à appeler de son bureau, du téléphone de ma mère, avant que je ne le bloque, du téléphone de Miranda. J'ai bloqué chaque numéro à mesure qu'il apparaissait. Le 5e jour, j'ai eu mon congé, avec des instructions strictes, me reposer pendant les 2 semaines suivantes, consulter un cardiologue, prendre mes médicaments religieusement, et éviter le stress. L'ironie de cette dernière instruction ne m'a pas échappé. Je suis rentré à mon appartement et j'ai dormi pendant 16 heures. À mon réveil, il y avait 47 emails dans ma boîte de réception, de divers membres de la famille. J'en ai lu un seul, de ma tante Sylvia, qui avait apparemment été dépêchée comme intermédiaire. Ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais tes parents sont hors d'eux. L'entreprise de ton père est en pleine crise, et ils ont vraiment besoin de te joindre. Quoi qu'il se soit passé entre vous, ce n'est pas le moment de garder rancune. La famille, c'est la famille. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis fait une tasse de thé. Les 2 semaines de repos obligatoires m'ont donné trop de temps pour réfléchir. J'ai passé les premiers jours à dormir, mon corps exigeant une récupération. À la fin de la première semaine, j'étais agité, mais encore trop faible pour faire grand-chose à part de légères promenades dans mon appartement.
J'ai utilisé ce temps pour assimiler, pour faire mon deuil, pour commencer à comprendre ce qui m'était arrivé. Pas seulement l'événement cardiaque, mais la vie entière de négligence émotionnelle qui l'avait précédé. Le silence de mon appartement était profond. Pendant des années, cet espace m'avait semblé temporaire, une gare de passage sur le chemin du retour vers l'acceptation familiale. J'avais gardé la décoration minimale parce que j'avais toujours supposé que je finirais par me rapprocher de mes parents, acheter une maison dans leur quartier, et devenir la belle-fille qui se présentait au dîner du dimanche et aux réunions de famille. Debout dans ma cuisine, regardant la vapeur s'élever de ma tasse, j'ai réalisé que je ne serais jamais cette fille. Non pas parce que j'en étais incapable, mais parce que ma famille n'avait jamais voulu que je le sois. Ils voulaient quelqu'un à blâmer quand les choses allaient mal, quelqu'un à appeler quand ils avaient besoin d'aide, quelqu'un pour faire paraître Miranda meilleure en comparaison. Ils n'avaient jamais voulu de relation avec moi. Ils avaient voulu une ressource. Mon téléphone a vibré avec une autre notification de numéro bloqué. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Au cours des jours suivants, j'ai commencé le lent processus d'excavation de mon passé. J'ai sorti de vieux journaux intimes, du collège, du lycée, du collège. Page après page documentaient les mêmes schémas, moi essayant, eux m'ignorant, moi essayant plus fort, eux prenant plus. Il y avait une entrée de quand j'avais 15 ans qui m'a coupé le souffle un instant. J'avais écrit que j'étais rentré à la maison, excité de partager que j'avais été sélectionné pour le programme de placement avancé. La réponse de ma mère, soigneusement transcrite dans mon écriture d'adolescente, c'est bien, ma chérie. T'es-tu souvenu de récupérer le nettoyage à sec de Miranda? 15 ans, et j'avais déjà appris que mes réussites n'étaient qu'un bruit de fond dans la symphonie de la vie de ma sœur. La semaine suivante a apporté des développements inattendus. Marissa, qui travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats d'affaires, avait fait quelques recherches. L'entreprise de mon père, une PME manufacturière qu'il avait bâtie sur 30 ans, faisait face à une tentative de rachat hostile. La société acquéreuse offrait un prix qui sous-évaluait considérablement l'entreprise, et le conseil d'administration envisageait d'accepter car ils avaient récemment découvert des irrégularités significatives dans les registres financiers de l'entreprise. Des irrégularités que mon père avait apparemment cachées pendant des années. L'entreprise avait besoin d'un audit d'urgence, et ils avaient besoin de quelqu'un avec à la fois une expertise médicale et une acuité financière pour aider à naviguer dans une enquête pour fraude à l'assurance particulièrement compliquée, qui faisait partie du problème plus large. Mon père avait apparemment surfacturé les demandes d'indemnisation pour accidents du travail pendant des années, en utilisant des médecins qui étaient prêts à exagérer les blessures en échange de pots de vin. Le gouvernement fédéral était maintenant impliqué, et moi, avec mon diplôme de médecine et le certificat en administration des soins de santé que j'avais obtenu pendant les étés de premier cycle, j'étais apparemment la seule personne en qui mon père avait confiance pour l'aider à naviguer dans ce désastre. J'ai ri quand Marissa m'a raconté ça. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage, et que mon cœur en convalescence proteste contre l'effort. Une semaine après ma sortie, mon père s'est présenté à mon appartement. Je l'ai observé à travers le Judas pendant une minute entière avant d'ouvrir la porte. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus gris, plus voûté. La confiance qui avait toujours rayonné de lui, comme la chaleur d'une fournaise, s'était réduite à une lueur vacillante. « Tu es en vie ?» a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, comme si cela n'avait jamais été remis en question, comme s'il avait passé ne serait-ce qu'un instant à s'inquiéter de savoir si j'étais en vie dans ce lit d'hôpital. En doutais-tu? Nous essayons de te joindre depuis des semaines. Je sais. Il a changé de pied, mal à l'aise avec mon ton plat. J'avais toujours été la conciliante, celle qui aplanissait les moments gênants et comblait les silences par un bavardage nerveux. Puis-je entrer? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Il y avait une version de moi, l'ancienne version, qui se serait immédiatement écartée, lui aurait offert un café, et lui aurait demandé comment il allait. Cette version était morte sur cette estrade de remise des diplômes. Pourquoi? Son visage a rougi. Parce que nous devons parler. Parce que tu es ma fille. Parce que ce silence a assez duré. Où étais-tu? La question est restée suspendue entre nous comme de la fumée. Quoi? Le jour de la remise des diplômes. Où étais-tu quand je me suis effondré? Où étais-tu quand l'hôpital a appelé? Où étais-tu quand je me suis réveillé seul dans un lit d'hôpital après une chirurgie cardiaque? Sa mâchoire s'est crispée. Nous ne savions pas que c'était grave. L'hôpital t'a appelé. Ils t'ont dit que j'avais été transporté d'urgence aux urgences.
Ta mère a dit que tu t'étais probablement juste évanoui. Tu as toujours été prompte au mélodrame. Voilà, le récit familial mis à nu. J'avais toujours été prompte au mélodrame. J'avais toujours été dramatique. J'avais toujours été le problème. J'ai eu une arythmie. Mon cœur est entré en tachycardie supraventriculaire et je me suis effondré. Ils ont dû utiliser la cardioversion pour rétablir mon rythme, et je suis sous médicaments et surveillance depuis. J'aurais pu mourir sur cette estrade. Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux qui aurait pu être de la culpabilité, mais ensuite il a redressé les épaules, et je l'ai vu remonter son armure habituelle. Eh bien, tu ne l'as pas fait, et nous sommes là maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ton aide. Au moins, il était honnête à ce sujet. L'entreprise a des problèmes, a-t-il continué, prenant apparemment mon silence pour une invitation à s'expliquer. Il y a eu un malentendu sur les demandes d'assurance, et maintenant il y a une enquête. Nos avocats disent que nous avons besoin de quelqu'un avec une expertise médicale pour aider à expliquer les choses aux enquêteurs. Tu veux que je t'aide à commettre un parjure? Je veux que tu aides à expliquer que les demandes étaient légitimes, que les blessures étaient réelles. L'étaient-elles? Son silence a répondu à cette question. Emma, écoute maintenant. Sors de mon appartement ou j'appelle la police. Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. En 26 ans, je ne lui avais jamais parlé de cette façon. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est la famille. C'est tout ce que j'ai construit. Tu l'as construit sur la fraude. Ce n'est pas mon problème. Si l'entreprise fait faillite, ta mère perd tout. Miranda et Quentin devront vendre la maison. C'est ça que tu veux? Détruire toute ta famille pour une petite rancune à propos de la remise des diplômes? L'audace pure de ces propos m'a coupé le souffle. Ma famille m'avait abandonné dans un lit d'hôpital, publié à quel point leur célébration était meilleure sans moi, ignorait 75 appels pour prendre de mes nouvelles, et se tenait maintenant dans mon salon, suggérant que c'était moi qui gardais une petite rancune. Pars. Il est parti, mais pas avant de lancer une dernière pique. Tu le regretteras. Quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as jeté, tu le regretteras. J'ai fermé la porte et je n'ai ressenti absolument rien. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté assise sur mon canapé, à digérer ce qui venait de se passer. Mon père, l'homme qui avait bâti son identité sur le contrôle, était venu à mon appartement pour mendier. Il m'avait regardé dans les yeux et m'avait demandé de l'aider à naviguer dans une enquête fédérale. Il avait qualifié les accusations de fraude de malentendu et s'attendait à ce que j'acquiesce. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son manque total de conscience de soi. Il croyait sincèrement que j'étais la déraisonnable, que mon refus de m'impliquer dans ses ennuis judiciaires était une petite rancune plutôt qu'une simple autopréservation, que des décennies de négligence émotionnelle devaient être mises de côté parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. J'ai pensé à appeler Marissa, mais je n'étais pas encore prête à parler. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Chaque conversation, chaque texto, chaque email date, heure, citations exactes lorsque je pouvais me les rappeler. Si mon père allait essayer de m'entraîner dans ses ennuis judiciaires, je voulais un dossier clair de ma non-implication. La documentation a pris plusieurs heures au cours des jours suivants. Quand j'ai eu fini, j'avais un document détaillé couvrant tout, de l'enfance à nos jours. Le relire, c'était comme étudier l'historique du cas d'une inconnue. Comment avais-je pu vivre tout cela et continuer à essayer de gagner leur amour? La réponse, ai-je réalisé, était que je n'avais rien connu d'autre. Quand le dysfonctionnement est l'eau dans laquelle on nage, on ne le reconnaît pas comme tel. On pense que le problème, c'est soi. On passe sa vie à essayer d'être assez bien, sans jamais comprendre que les règles du jeu étaient conçues pour changer. Les semaines suivantes se sont déroulées comme un accident de voiture au ralenti. Les enquêteurs fédéraux ont assigné à comparaître les registres de l'entreprise. Plusieurs des médecins impliqués dans le système de facturation ont été arrêtés. Le nom de mon père est apparu dans les nouvelles locales, puis nationales. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux. J'avais bloqué tous les membres de ma famille que je pouvais identifier, et apparemment, le mot s'était finalement passé que j'étais sérieuse au sujet de mes limites. Marissa me tenait au courant des développements publics, rassemblant des informations à partir des reportages et de son réseau professionnel. L'action de l'entreprise a chuté. Le rachat hostile a réussi à une fraction du prix initial. Mon père a été contraint de démissionner du conseil d'administration.
L'enquête s'est étendue à une éventuelle évasion fiscale. 6 semaines après la remise des diplômes, j'ai reçu une lettre. Elle était de Miranda, manuscrite sur un papier crème coûteux. « Je sais que tu es en colère », écrivait-elle. « Je comprends pourquoi. Ce que nous avons fait le jour de la remise des diplômes était mal. Mais tu dois comprendre, nous ne savions pas à quel point c'était grave. Nous pensions que tu irais bien. Nous pensions que tu comprendrais que papa avait prévu ce dîner depuis des semaines et que nous ne pouvions pas simplement annuler. Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que papa a besoin de toi. Les avocats disent que l'enquête pourrait aboutir à des poursuites pénales. Il pourrait aller en prison. Maman fonctionne à peine. J'essaie de tout maintenir, mais je ne peux pas le faire seul. Tu es l'intelligente. Tu as toujours été l'intelligente. Tu sais comment arranger les choses. S'il te plaît. Quoi qu'il se soit passé entre nous, ne laisse pas papa aller en prison à cause de ça. Ne détruis pas cette famille parce que tu es en colère à propos d'un dîner. Amour, Miranda. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai passée dans ma déchiqueteuse. Regarder le papier crème se transformer en confetti était étrangement satisfaisant. Miranda avait probablement passé du temps sur cette lettre, choisissant ses mots avec soin, essayant de trouver le juste équilibre entre la culpabilité et la sympathie. Elle l'avait probablement montré à notre mère d'abord, obtenu des commentaires sur le ton et l'approche. Aucune d'elles ne comprenait que l'ancien manuel ne fonctionnait plus. La culpabilité ne fonctionne comme une tactique de manipulation que lorsque la cible croit qu'elle a fait quelque chose de mal. Ce n'était pas mon cas. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement certaine que je n'étais pas le problème. Miranda avait écrit que j'étais l'intelligente, comme si c'était un compliment plutôt qu'un rôle qu'on m'avait assigné. Dans notre mythologie familiale, elle était la jolie, la sociable, celle qui méritait l'attention et les ressources. J'étais l'intelligente, ce qui signifiait qu'on attendait de moi que je résolve les problèmes, que je trouve des solutions, que je sois utile. Être intelligente n'était pas célébré, c'était exploité. Elle avait aussi écrit que je savais comment arranger les choses. C'était vrai. Je savais comment arranger les choses. J'avais passé toute mon enfance à arranger les choses, à servir de médiatrice dans les disputes de mes parents, à couvrir les erreurs de Miranda, à aplanir les situations sociales gênantes. J'étais la concierge de la famille, nettoyant les dégâts que je n'avais pas faits. Mais j'en avais fini d'arranger les choses pour des gens qui n'avaient jamais, pas une seule fois, essayé d'arranger quoi que ce soit pour moi. Ce que Miranda n'a jamais compris, ce qu'aucune d'elles n'a jamais compris, c'est que le dîner n'était pas le problème. Le dîner n'était que la dernière pièce à conviction dans une affaire de 26 ans que j'avais construite sans le savoir. Chaque anniversaire où mes réussites étaient éclipsées par les annonces de Miranda. Chaque fête où on m'assignait des tâches, tandis que Miranda était traitée comme une invitée. Chaque fois que ma mère me comparait défavorablement à ma sœur. Chaque fois que mon père reconnaissait à peine ma présence. Chaque fois qu'on me disait que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop excessive. Le dîner n'était pas la trahison. Le dîner était le moment où j'ai finalement cessé de nier le schéma. Ma résidence à Mass Générale a commencé en juillet, 6 semaines après ma sortie. Mon cardiologue m'avait autorisé à travailler, à condition que je sois vigilante sur la gestion du stress et que je ne manque pas mes rendez-vous de suivi. Je me suis jeté dans le travail avec la même concentration acharnée qui m'avait porté à travers mes études de médecine. Des journées de 18 heures, des chirurgies complexes, la belle clarté des problèmes qui pouvaient être résolus avec compétence et précision. Je me suis fait de nouveaux amis. Le docteur Garrett Walsh était un autre résident de première année qui partageait mon sens de l'humour noir et ma tendance à gérer le stress par le sarcasme. Sarah Delgado était une résidente de 2e année qui m'a pris sous son aile et m'a appris à naviguer dans le paysage politique complexe de l'hôpital. J'ai construit une vie qui n'incluait pas ma famille, et j'ai découvert que c'était remarquablement facile. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je me surprenais à prendre mon téléphone pour appeler ma mère. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Les publicités de Noël déclenchaient des vagues de chagrin inattendus. Pas pour la famille que j'avais perdue, mais pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je pleurais plus le fantasme que la réalité. La thérapie a aidé. Le docteur Langston était spécialisé dans la rupture familiale, et elle avait une capacité incroyable à valider mes sentiments tout en remettant doucement en question ma culpabilité persistante. Dans nos séances, j'ai appris des termes pour des choses que j'avais vécues mais jamais nommées, bouc émissaire, syndrome de l'enfant en or,
parentification émotionnelle. Découvrir que la dynamique de ma famille avait un vocabulaire clinique était étrangement réconfortant. Cela signifiait que je n'étais pas folle. Cela signifiait que d'autres personnes avaient vécu cela aussi. Le travail est devenu mon sanctuaire. L'intensité de la résidence en chirurgie laissait peu de place à la rumination. Quand on est à 8 heures d'une intervention délicate, concentrée sur des mouvements d'une précision millimétrique qui détermineront si quelqu'un marchera à nouveau, les drames familiaux s'estompent dans l'insignifiance. Je me suis lancé dans la médecine avec la même détermination que j'avais autrefois consacrée à gagner l'approbation de mes parents. Mais cette fois, le destinataire de mes efforts en bénéficiait réellement. Mon amitié avec Gareth s'est approfondie au fil des gardes de nuit partagées et du terrible café de la cafétéria. Il avait grandi dans une grande famille, chaotique mais aimante, et écoutait ses histoires sur les réunions de famille et les rivalités fraternelles déclenchaient initialement de vives pointes d'envie. Avec le temps, cependant, sa franchise m'a aidé à comprendre à quoi ressemblent des dynamiques familiales saines. Ses parents l'appelaient régulièrement pour prendre de ses nouvelles, non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, mais parce qu'ils voulaient sincèrement savoir comment il allait. C'était apparemment normal. C'était apparemment ce que les familles étaient censées faire. 3 mois après le début de ma résidence, j'ai reçu une visite inattendue. Ma grand-mère, Edith, la mère de mon père, m'avait retrouvé d'une manière ou d'une autre. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait appelé les services des anciens élèves de Johns Hopkins, en prétendant mettre à jour les contacts d'urgence, et il lui avait confirmé que je faisais ma résidence à Mass General. De là, trouver mon adresse via l'annuaire des résidents de l'hôpital n'a pas été difficile pour quelqu'un d'assez déterminé. Grand-mère Edith avait toujours été une figure compliquée dans ma vie. Elle m'avait montré plus de chaleur que mes 2 parents, mais elle avait aussi été complice de la dynamique familiale qui avait façonné mon enfance. Elle avait vu mes parents me traiter comme inférieur et n'avait jamais dit un mot. Elle avait 83 ans maintenant, frêle et diminuée d'une manière qui m'a surprise. Quand je l'avais vue la dernière fois, à Noël il y a 2 ans, elle était encore vive et pleine d'entrain. Je suis venu m'excuser, a-t-elle dit, assise dans mon petit appartement avec une tasse de thé qu'elle avait à peine touchée. Pas pour tes parents. Je ne peux pas m'excuser pour eux, mais pour moi-même. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Pour avoir vu ce qui se passait et n'avoir rien dit. Pour m'être dit que ce n'était pas à moi d'interférer. Pour t'avoir laissé croire que tu étais le problème, Emma. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des tentatives de culpabilisation, à de la manipulation. À une autre tentative de me recruter pour sauver mon père. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Parce que je suis mourante, a-t-elle dit, sans détour, comme seuls les très vieux ou les très malades peuvent le faire. Un cancer. Ils l'ont trouvé il y a 3 mois. Le pronostic n'est pas bon. Elle a soupiré. Et j'ai découvert, face à la fin, que les choses que je regrettais n'étaient pas les choses que j'avais faites. C'étaient les choses que je n'avais pas faites. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. Ton père était mon fils, et je l'aimais, a-t-elle continué. Mais il était aussi cruel de manière subtile, que j'excusais parce qu'elle n'était pas évidente. Ta mère était pire. Je les ai regardés te rabaisser année après année, et je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Des larmes que je n'attendais pas coulaient sur mes joues. Tu étais une enfant remarquable, intelligente, gentille, désespérée de plaire. Et ils en ont profité. Ils ont fait de toi la bête de somme de la famille, pendant que Miranda pouvait être la princesse. C'était mal. Et je savais que c'était mal. Et je n'ai rien dit. Pourquoi me dites-vous ça maintenant, ai-je murmuré. Parce que je veux que tu saches que tu as eu raison de partir. Je veux que tu saches qu'il n'y avait rien qui clochait chez toi. La faute était la nôtre. De tous les adultes qui auraient dû te protéger et qui ne l'ont pas fait. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. J'ai changé mon testament. Elle me l'a tendu. Ton père et Miranda ne le savent pas. Quand je mourrai, tu recevras tout. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour rembourser tes prêts étudiants et avoir quelque chose en plus. J'ai commencé à protester, mais elle a levé la main. Laisse-moi faire cette seule chose bien, Emma. Laisse-moi te donner quelque chose qui reconnaît ce que tu méritais depuis le début. Elle est décédée 6 semaines plus tard. Je suis revenu pour les funérailles, mais je suis resté à l'hôtel et je me suis assise au fond de l'église. Mes parents et Miranda ne m'ont pas remarqué. Ils étaient trop occupés à faire leur deuil publiquement, à jouer la comédie du chagrin pour les personnes présentes.
La lecture du testament a apparemment été explosive. Marissa a obtenu les détails d'un ami qui travaillait au cabinet d'avocats chargé de la succession. Mon père avait supposé qu'il hériterait de tout. Au lieu de cela, la majeure partie de la succession de grand-mère Edith, y compris la maison dans laquelle elle avait vécu pendant 50 ans, m'est revenue. Selon la source de Marissa, mon père s'était levé si brusquement lorsque l'avocat a lu mon nom qu'il a renversé sa chaise. Miranda avait éclaté en sanglots, pas des larmes de chagrin, mais des larmes de colère, le genre qu'elle avait perfectionné dans son enfance lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ma mère avait exigé de voir le document original, convaincue qu'il devait y avoir une erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Grand-mère Edith avait été méticuleuse. Le testament avait été mis à jour peu après son diagnostic, attesté par 2 avocats et un notaire, accompagné d'une lettre expliquant son raisonnement. La lettre n'était pas juridiquement contraignante, mais elle dressait un tableau clair. Elle me léguait sa succession parce que j'avais été trahi par la famille, et elle voulait faire une chose pour réparer cela. La lettre contenait également un paragraphe que Marissa a récité de mémoire, l'ayant entendu répéter plusieurs fois par sa collègue. Mon fils Raymond a fait sa propre fortune par des moyens que je préfère ne pas examiner de trop près. Ma petite fille Miranda a bénéficié de tous les avantages dans la vie et n'a rien produit de valeur. Ma petite fille Emma, cependant, a bâti son succès par la détermination et le sacrifice, ne recevant de sa famille que des obstacles. Elle mérite cet héritage. Non. Je ne pouvais qu'imaginer ce que mon père a ressenti en entendant l'évaluation de son propre caractère par sa mère, lue à voix haute dans une salle pleine d'avocats. Les appels ont repris immédiatement. J'ai dû bloquer 3 nouveaux numéros dans la première heure qui a suivi la lecture du testament. Une semaine plus tard, j'ai reçu une notification officielle indiquant que mon père avait intenté une action en justice pour contester le testament. Il prétendait que grand-mère Edith n'avait pas toute sa tête lorsqu'elle l'avait changé, que je l'avais manipulée d'une manière ou d'une autre. J'ai transmis l'avis au cabinet d'avocats où travaillait Marissa et j'ai demandé s'ils pouvaient me recommander quelqu'un qui s'occupait des litiges successoraux. Ils m'ont mis en contact avec Julia Bennett, une avocate redoutable qui a écouté mon histoire avec un intérêt croissant. Vous avez des textos et des emails qui documentent leur comportement, a-t-elle demandé. Tout, ai-je dit. La publication Instagram, les textos sur le fait qu'ils avaient besoin de moi pour l'enquête, les emails de membres de la famille m'accusant de mesquinerie, tout. Et vous êtes sûr de l'enquête pour fraude? Votre père voulait vraiment que vous l'aidiez à couvrir une activité criminelle. Il m'a demandé d'aider à expliquer que les demandes étaient légitimes. Les demandes n'étaient pas légitimes. Julia a souri d'une manière qui m'a fait très plaisir qu'elle soit de mon côté. Le cas de votre famille est un classique, a-t-elle expliqué lors de notre 2e réunion. Ils vont plaider l'influence indue et la capacité diminuée. Des tactiques classiques quand quelqu'un n'aime pas ce que dit un testament. Mais votre grand-mère était parfaitement lucide lorsqu'elle a changé ce document, et je peux le prouver. Elle a sorti un dossier épais de documentation. Des dossiers médicaux montrant que la fonction cognitive de grand-mère Edith était excellente jusqu'à ces dernières semaines. Des relevés bancaires démontrant une prise de décision financière cohérente. Des emails et des lettres qu'elle avait écrits pendant la période pertinente, tous lucides et cohérents. Des témoignages de son médecin, de son avocat, de ses voisins, tous prêts à jurer qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'argument de l'influence indue est encore plus faible, a poursuivi Julia. Vous n'étiez même pas en contact régulier avec elle. Vous lui avez rendu visite quoi? 2 fois l'année dernière avant qu'elle ne change le testament. 3 fois. À Noël, à son anniversaire, et 1 fois juste pour déjeuner. 3 visites en 1 an. Pendant ce temps, votre père était là tous les mois. Votre sœur passait régulièrement. Votre mère appelait toutes les semaines. Si quelqu'un avait l'occasion d'influencer indûment une femme âgée, c'était eux, pas vous. L'ironie était presque poétique. Ils avaient eu un accès constant à grand-mère Edith, et ils avaient utilisé cet accès pour se plaindre de moi, pour renforcer le récit familial selon lequel j'étais difficile et dramatique. Ils lui avaient donné une fenêtre continue sur leur caractère, et elle n'avait pas aimé ce qu'elle avait vu. Le procès a duré des mois. L'équipe juridique de mon père a soutenu que je m'étais éloigné de la famille sans motif, que j'avais exagéré les événements du jour de la remise des diplômes, que grand-mère Edith avait été confuse et manipulée dans ces dernières semaines. Mon équipe juridique a produit la documentation de tout. La publication Instagram avec son horodatage, prouvant que ma famille était au restaurant pendant mon opération. Les dossiers médicaux montrant que les contacts d'urgence avaient été avertis.
Les relevés téléphoniques montrant les appels sans réponse. Les textos de mon père demandant explicitement de l'aide pour l'enquête. Les chaînes de mai montrant les tentatives frénétiques de la famille pour me joindre seulement après qu'ils avaient besoin de quelque chose. Le juge a statué en ma faveur. Non seulement j'ai reçu l'intégralité de l'héritage, mais mon père a été condamné à payer mes frais de justice. Le jugement notait spécifiquement que les preuves démontraient un schéma de négligence émotionnelle et d'exploitation qui justifiait la décision de grand-mère Edith de me laisser sa succession. À ce moment-là, le procès pénal de mon père approchait. Aux accusations de fraude à l'assurance s'étaient ajoutées l'évasion fiscale et la fraude électronique. Les procureurs fédéraux demandaient une peine de 15 à 20 ans. Ses avocats ont contacté les miens une dernière fois. Ils voulaient savoir si je serais prête à témoigner en tant que témoin de moralité. J'ai refusé. Le procès a duré 3 semaines, près de 2 ans après le début de l'enquête. Je n'y ai pas assisté, mais j'ai suivi la couverture médiatique. Mon père a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 12 ans de prison fédérale, une peine réduite par rapport à la recommandation en raison de son âge et du fait qu'il était un délinquant primaire. Ma mère a demandé le divorce 6 mois plus tard. Selon le réseau de Marissa, elle a découvert pendant le procès que mon père avait siphonné de l'argent de leur compte joint pendant des années pour couvrir les frais de justice et maintenir les apparences. C'était la goutte d'eau. Mais voilà. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement arrêté de les sauver. J'ai arrêté de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. J'ai arrêté d'être la responsable, la réparatrice, la personne qui absorbait tout le dysfonctionnement pour que tout le monde puisse prétendre que nous étions normaux. Sans moi pour jouer ce rôle, toute la structure s'est effondrée. Ma résidence se passait bien. J'étais en bonne voie pour devenir l'une des plus jeunes neurochirurgiennes de l'histoire de l'hôpital. J'avais des amis qui se souciaient vraiment de moi. J'avais une thérapeute qui m'aidait à déballer 26 ans de traumatisme familial. J'avais aussi un chat maintenant, un tabby orange grincheux nommé Winston. Je l'ai adopté 6 mois après le début de ma résidence, quand j'ai réalisé que mon appartement était trop silencieux. Il a mérité son nom digne en s'asseyant sur mon canapé comme s'il en était le propriétaire dès le moment où je l'ai ramené à la maison. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de mon père. Il en était à sa 2e année de peine, et apparemment, la prison lui avait donné le temps de réfléchir. « Je suis désolé », écrivait-il. « Je suis désolé pour le jour de la remise des diplômes et pour tous les jours qui ont précédé. Je suis désolé de ne jamais t'avoir dit que j'étais fier de toi. Je suis désolé de t'avoir demandé de mentir pour moi. Je suis désolé d'avoir passé toute ta vie à te comparer à ta sœur au lieu de te voir pour qui tu étais. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir avec quelques autres objets que j'avais gardés de ma vie de famille, la nécrologie de grand-mère Edith, une photo de moi enfant, l'ordonnance du juge. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. Le lac gelé en moi a quelque peu dégelé au cours des 2 dernières années. J'ai appris que la colère avait servi son but, m'avait protégé quand j'en avais besoin. Mais ce n'est pas un endroit où vivre éternellement. Je fais lentement la paix avec le fait que ma famille m'a laissé tomber, qu'ils ont choisi de ne pas m'aimer comme je méritais de l'être, et que rien de tout cela n'était de ma faute. Je fais aussi la paix avec le fait que je ne leur dois pas le pardon. Le pardon n'est pas quelque chose qu'ils peuvent exiger ou m'extorquer par la culpabilité. C'est un cadeau que je choisirai peut-être de me faire un jour, quand je serai prête. Pour l'instant, j'ai une opération demain matin. Une jeune fille de 17 ans avec une tumeur au cerveau qui comprime son nerf optique. Si tout se passe bien, je lui rendrai la vue. Si tout se passe parfaitement, je lui donnerai une vie entière. Cela compte plus que n'importe quel drame familial. C'est pour ça que j'ai été faite. Quand je me suis effondré sur cette estrade de remise des diplômes, j'ai cru que c'était le pire moment de ma vie. J'ai cru que mon cœur m'avait trahi, que mon corps m'avait lâché au moment le plus important. Mais ce n'était pas une trahison, c'était une révélation. Mon cœur, à sa manière, essayait de me dire ce que mon esprit avait refusé d'accepter, que la vie que je menais me tuait, que la famille que j'essayais de mériter ne vaudrait jamais le prix. L'arythmie est maintenant contrôlée, gérée avec des médicaments et des suivis réguliers en cardiologie. Mon médecin dit que je vivrai probablement une longue vie en bonne santé, tant que j'éviterai le stress excessif et que je surveillerai ma santé cardiaque. Tant que j'éviterai le stress excessif. J'y pense parfois et je souris. Couper les ponts avec ma famille n'était pas un acte cruel. C'était une prescription médicale.
Alors, quand les gens me demandent si je le regrette, si j'aurais aimé répondre à ces 75 appels et aider mon père à sortir du pétrin qu'il avait créé, je leur dis la vérité. J'ai bloqué ces appels et je me suis rendormi.